Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Attaque, coup bas et trahison. La campagne des législatives se tend sérieusement dans certaines circonscriptions. Plainte pour menaces et violences contre Patrick Balkany dans les Hauts-de-Seine. Agression d'une candidate UMP dans le Gard. Tension extrême entre les soutiens de Ségolène Royal et ceux du dissident Olivier Falorni à La Rochelle. Les incidents se multiplient à 3 jours d'un scrutin qui s'annonce beaucoup moins paisible que prévu. François Hollande cherche-t-il à isoler Angela Merkel? En recevant hier les opposants sociodémocrates de la chancelière, le président français a avant tout évoqué bien sûr ses idées pour sortir de la crise en Europe, mais cette rencontre apparaît comme une tentative de contournement de la Dame de Berlin. Ce soir encore, François Hollande en visite en Italie affirme que Paris et Rome partagent une très forte convergence de vues. Alors s'agit-il d'une alliance pour contrer la position allemande? Analyse à suivre de Jean-Louis Gombaud tout à l'heure. Cette question ce soir, que se passe-t-il réellement en Tunisie? Jamais le pays n'avait connu de tels troubles depuis la Révolution. Une exposition d'art a servi de prétexte aux salafistes pour déclencher des émeutes. La journée de la grande prière demain est particulièrement redoutée malgré l'interdiction des manifestations et tous les regards sont tournés désormais vers le gouvernement d'Ennahda et son attitude face aux extrémistes. On en parle tout à l'heure avec l'écrivain spécialiste des religions Malek Chebel. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Ce soir, aux Invalides, François Hollande a présidé une cérémonie d'hommage aux 4 soldats tués samedi dernier en Afghanistan, en présence de nombreuses personnalités politiques, dont l'ancien chef d'État, Nicolas Sarkozy. Il a prononcé un éloge funèbre et procédé à la remise de décorations à titre posthume. C'est la nation tout entière qui est rassemblée pour rendre hommage à ces soldats, a ainsi affirmé le président Hollande. Et puis dans l'actualité, c'est la dernière ligne droite dans la campagne des législatives et vous allez le voir, dans certaines circonscriptions, il est vraiment temps que la parenthèse électorale se referme tant les tensions sont vives. Vous avez suivi le combat fratricide de La Rochelle qui occupe le devant de la scène, mais un cran supplémentaire a été franchi avec un autre combat, véritable celui-ci, entre 2 candidats des Hauts-de-Seine. On regarde les points chauds, mais vraiment chauds, avec Jérôme Rabier. C'est un combat au corps à corps qui se dessine à Levallois-Perret. Le socialiste Gilles Catoire a porté plainte aujourd'hui pour menaces et violences contre son opposant historique Patrick Balkany. Ce dernier l'aurait menacé et tiré par la capuche lors d'une rencontre à Levallois-Perret. Mais c'est dans le Gard que la tension de la campagne atteint son paroxysme. La suppléante de l'UMP Étienne Mouru, qui se maintient au second tour face au FN Gilbert Collard, a été rouée de coups à la sortie de son domicile. Étienne Mouru qualifie les agresseurs de salopards. Dans le Nord, le duel Le Pen-Mélenchon tourne au vinaigre. Des noms d'oiseaux sont échangés. Pour le FN, Jean-Luc Mélenchon est un cas psychiatrique et un triple idiot. Réplique du front de gauche, Marine Le Pen est une bête malfaisante, semi-démente. À La Rochelle, rien ne va plus dans la grande maison socialiste. Le candidat dissident considère la campagne indigne. Ségolène Royal réplique en comparant Olivier Falorni au traître Éric Besson, référence incontournable chez les socialistes. Mais l'ex-candidate à la présidentielle n'épargne pas non plus la droite locale. Dominique Bussereau et Jean-Pierre Raffarin sont aujourd'hui traités de gros machos de l'UMP. Ambiance assurée lors des retrouvailles entre amis à l'Assemblée. C'est une réforme très délicate et le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, l'a appris à ses dépens ce soir. Après s'être prononcé pour l'allongement des vacances de la Toussaint, une mesure qui concerne le sujet sensible des rythmes scolaires, le ministre a été quelque peu recadré ce soir par le Premier ministre. Jean-Marc Ayrault s'empresse de préciser qu'il ne s'agit pour l'instant que d'une piste et que la concertation va commencer. Saveria Rejec et Jérôme Rabier. Vincent Peillon a décidément bien du mal à respecter les consignes de Matignon. Déjà recadré après sa sortie sur la semaine de 5 jours à l'école, le ministre de l'Éducation récidive. Ce matin, il annonce 2 jours et demi de vacances supplémentaires à la Toussaint. Mais là encore, le ministre a parlé trop vite. L'allongement des vacances de la Toussaint n'est qu'une piste. La concertation commence et évidemment, elle va se poursuivre. Un désaveu cinglant et un rappel de la méthode gouvernementale. D'abord la concertation avec les syndicats, puis l'arbitrage du Premier ministre. Ensuite vient le temps des annonces. Car si les syndicats enseignants semblent favorables à une remise à plat des rythmes scolaires, les syndicats hôteliers craignent, eux, des jours perdus sur les vacances d'été, période phare de l'année pour leur activité. Le ministre de l'Éducation, qui affichait ce matin sa détermination, va désormais devoir faire preuve de patience.
Et puis après le temps de la diplomatie, voici venu le temps des dures négociations entre François Hollande et Angela Merkel. Les deux dirigeants affichent leur vision pour sortir l'Europe de la crise et donc leur divergence. Et cela donne un échange de communiqués assez vif lorsque la chancelière prévient qu'elle ne pourra se satisfaire, je cite, de la médiocrité comme recette face à la crise. Paris se braque et le Premier ministre l'incite à ne pas se laisser aller à des formules simplistes. Les discussions s'annoncent donc animées entre Paris et Berlin. Mounir Soussi. François Hollande a désormais sa feuille de route pour sortir l'Europe de l'ornière. Les axes défendus par le président français sont également partagés par Mario Monti, le président du Conseil italien. À Rome, les deux hommes devraient parler d'une même voix sur la relance de la croissance, la mise en place d'euro-obligations susceptibles de mutualiser la dette des pays européens et le passage à une Europe politique plus intégrée. Angela Merkel est ouverte sur ce dernier point, mais reste inflexible sur les solutions financières défendues par Paris et Rome. La priorité de la chancelière reste la réduction des déficits. On n'a pas le droit de se contenter de la médiocrité, de solutions de facilité. On a le devoir d'agir de la meilleure façon possible. Une préoccupation en accord avec l'ordre du jour du prochain sommet du G20 au Mexique, qui sera essentiellement centré sur la crise de la dette. Et sur ce sujet important, Jean-Louis Gombou est avec nous. Bonsoir Jean-Louis. Alors ça se tend entre Paris et Berlin, semble-t-il. Semble-t-il, oui, plus que semble-t-il, ça se tend parce que ça se complique. En réalité, la situation économique se complique. L'événement du jour, c'est qu'aujourd'hui, le taux d'intérêt espagnol sont passés au-dessus des 7%. 7%, c'est une barre un peu psychologique. C'est quand les problèmes sont compliqués pour la Grèce, c'est quand elle est passée au-dessus de 7%, pour le Portugal, au-dessus de 7%. Donc la situation se complique très nettement et à partir de là, ça se tend. Effectivement, entre les différentes solutions. Madame Merkel vient de nous dire à l'instant, enfin, la situation se complique de telle façon, vous voyez bien que si on continue comme ça, on va dans le mur. Il faut absolument assainir au plus vite les finances publiques. Réponse théorique de François Hollande, ça se tend. Vous voyez bien que si on continue comme ça, si on ne fait pas de croissance, on va exactement dans le mur. Donc les deux positions se raidissent parce qu'effectivement, la situation devient de plus en plus compliqué et au lieu de pousser vers une espèce de consensus, de concertation, les positions s'affirment au contraire. En plus, il y a chez Mme Merkel, vous le signaliez tout à l'heure, l'idée suivante sur laquelle François Hollande ne joue pas franc jeu. C'est-à-dire qu'il cherche des alliés. Au lieu d'aller la voir directement et dire de se contenter plutôt de la voir directement et dire voilà ce que je propose, il essaie de trouver d'abord les Américains, parce qu'on attend le G20 de Mexico, et puis les Italiens, et puis les Espagnols, disant écoutez, soutenez-moi contre qui ? Contre Madame Merkel. Vous voyez bien que c'est elle qui empêche le développement de la croissance, alors que l'Italie est en récession, l'Espagne est en récession, pourrait avoir une oreille attentive et plutôt positive vis-à-vis des propos de François Hollande. Et Madame Merkel a le sentiment qu'on veut l'isoler. D'ailleurs, aujourd'hui même, elle a déclaré devant le Bundestag, elle a dit, écoutez, nous n'avons quand même pas les épaules assez larges pour être la caution d'une croissance renouvelée européenne. Ce n'est pas possible, vous nous demandez trop. Mais est-ce qu'on peut construire l'Europe en mettant de côté l'Allemagne, Jean-Louis, en se reposant plus sur l'Italie et l'Espagne ? Alors justement, si François Hollande compte sur l'Italie, sur l'Espagne, évidemment, M. Monti tout à fait d'accord pour approuver tel type de propos, mais quels sont leurs poids dans une négociation vis-à-vis de l'Allemagne qui, elle, a un petit peu de croissance, une situation financière plutôt assainie, un développement du pouvoir d'achat, et puis la grosse tuile qui est aujourd'hui tombée sur François Hollande, c'est le fait que CDU et SPD, que M. Hollande a reçu hier à l'Élysée, se sont mis d'accord cet après-midi pour signer le traité, le fameux pacte budgétaire que François Hollande souhaite renégocier, pour le signer le 29 juin, c'est-à-dire le jour du Conseil européen. Ils ont dit, banco, on va signer. Alors ils ont négocié, ils ont trouvé un terrain d'entente, notamment sur le problème de la taxe Tobin. Et donc du côté allemand, M. Hollande n'a plus d'alliés. C'est-à-dire qu'il comptait sur une faille entre le SPD que Mme Merkel a besoin pour ratifier ce traité. Eh bien non, il ne l'aura pas. Il s'est mis d'accord avec Mme Merkel pour ratifier le traité,
adieu euro-obligations, adieu un certain nombre de choses de ce genre. Il aura sans doute la taxe Tobin, elle reste à préciser dans le pacte allemand, mais là, il a perdu un allié chez les sociaux-démocrates allemands. Donc ça se tend entre Paris et Berlin, on peut enlever le semble-t-il. C'est clair. Merci beaucoup Jean-Louis pour votre analyse. Regardez, cette information, elle vous intéresse également. Maurice Lévy, le président de l'AFEP, c'est l'Association française des entreprises privées, annonce qu'il quitte son mandat. Une décision, dit-il, motivée par la polémique sur sa rémunération différée. On se souvient que l'annonce de son super bonus de 16 millions d'euros avait profondément choqué l'opinion et mis à mal également une partie de la classe politique et toute la classe politique d'ailleurs. La suite du 22h à présent et cette question importante, que se passe-t-il réellement en Tunisie? Jamais le pays n'avait connu de tels troubles depuis la Révolution. Une exposition d'art a servi de prétexte aux salafistes pour déclencher des émeutes. La journée de la grande prière, demain, est particulièrement redoutée malgré l'interdiction de manifester. Et tous les regards, bien sûr, sont tournés désormais vers le gouvernement d'Ennahda et son attitude face aux extrémistes. On en parle dans un instant avec notre invité Malek Chebel, mais d'abord, le rappel des faits avec Mathilde Bélanger. Défendre les valeurs du sacré, c'est le mot d'ordre des salafistes comme des islamistes modérés du parti Ennahda. Des valeurs bafouées, selon eux, lors de l'exposition d'art qui a mis le feu aux poudres le week-end dernier. Mais le gouvernement a pris les devants en interdisant toutes les manifestations. La journée de demain aura valeur de test, l'occasion de prouver qu'il parvient encore à maintenir le calme. Mais la situation reste tendue, des appels à la violence circulent et l'opposition reproche au pouvoir sa trop grande indulgence envers les extrémistes. La coalition menée par les islamistes modérés condamne les troubles, mais elle s'en prend aussi aux provocations des artistes qui ont déclenché les foudres des salafistes lundi dernier. Le gouvernement est pris en tenaille, il essaye de contenter les laïcs d'un côté, mais il essaye d'un autre côté de contenter les salafistes. Et c'est ce besoin de contenter toutes les parties qui fait cette ambiguïté. Le pouvoir accuse d'ailleurs des membres de l'ancien régime de Ben Ali d'encourager les violences pour profiter de la confusion dans le pays. Depuis lundi, les émeutes ont fait 1 mort et une centaine de blessés. 160 personnes ont déjà été arrêtées. Notre invité, il est écrivain, philosophe, anthropologue des religions. Malek Chebel, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Je rappelle également que vous êtes l'auteur de ce très beau dictionnaire amoureux de l'Algérie chez Plon. Nous allons d'abord parler du voisin, la Tunisie. La vague de violence sans précédent qui a secoué le pays lundi et mardi soulève de nombreuses questions, notamment sur l'identité des assaillants et la cause des troubles. D'abord, quel est votre regard, votre analyse sur cette situation? Écoutez, nous avons, en l'occurrence en Tunisie, une double culture. Et une culture diamétralement opposée l'une à l'autre. Une culture islamiste, salafiste qui s'installe petit à petit, progressivement, et une culture démocratique du pouvoir en place qui veut gouverner au sens moderne du terme, en écoutant tout le monde, en essayant de négocier une sorte de pacte républicain à la tunisienne qui ne voit pas le jour tout de suite et qui crée des frustrations. Donc, et cette double culture fait tout le malaise en Tunisie. Pour ceux qui ont lu vos livres, et j'en fais partie, vous avez souvent parlé de l'islam des Lumières. On a l'impression qu'on est très loin de cet islam aujourd'hui en Tunisie. Le peuple tunisien, non, n'est pas loin de l'islam des Lumières. Et même, je dirais, l'orientation qu'il désire prendre, que ce pays désire prendre. En revanche, il subit des pressions. Nous sommes dans une situation où le pays n'est pas riche, a priori. Il est en train de perdre des millions et des millions de dollars à cause du tourisme qui n'est pas au rendez-vous. La saison démarre maintenant. Et je vois pas ça arrive au pire moment. Ça arrive au pire moment. Donc, le facteur pauvreté, le facteur désocialisation sont des facteurs aggravants. L'islam des Lumières est dans les cœurs. Les Tunisiens sont attachés quand même au modèle républicain au sens large. Vous avez parlé d'un mouvement salafiste. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un mouvement homogène? Est-ce qu'on peut les identifier? Est-ce que c'est une masse ou ce sont de différentes individualités? Non, c'est surtout, je dirais, une culture, une mentalité qui s'installe. Et c'est progressif. Je l'ai même dit sur ce plateau, que les islamistes ne s'arrêtent pas aux considérations, si vous voulez, de républicanisme que professent les uns et les autres, parce que dans leur vision, ils parlent au nom d'Allah. Il ne faut pas oublier ça. Et pour eux, c'est une culture qu'il faut installer, et une culture corrosive. Parce qu'elle commence par les vêtements, elle commence par l'alimentation, elle commence par l'art, les arts, là, pour le coup, là, c'est juste le prétexte d'une exposition. Ça peut être le cinéma, ça peut être l'alcool, par exemple, sur les plages, notamment pour les touristes, etc. Ça peut être la nudité des femmes. Donc, tous les prétextes sont bons pour que s'engouffrent dans cette brèche tous ceux qui veulent
imposer leur vision du monde, quoi. Vous parlez d'un prétexte, on va rappeler donc l'origine de ces émeutes. Il s'agit de l'art, vous l'avez dit, plus précisément une foire d'art contemporain intitulée Le Printemps des Arts, qui exposait des œuvres, des peintures. Alors parmi les toiles incriminées, l'une représentait un homme barbu que les salafistes ont considéré comme étant la représentation du prophète, une autre, une femme nue, le sexe caché, et surveillée par des hommes barbus. Justement, vous parlez beaucoup de nudité, Malek Chebel, dans votre livre. Vous évoquez un Orient sensuel qui montre la chair et qui n'en a pas honte. Parce que l'islam professe une culture du bien jouir, du bien vivre, un respect pour la femme et une tolérance pour le désir. Et le prophète lui-même l'a exprimé, l'a vécu. Et il est l'exemple de tous les musulmans. Et en plus, dans le Coran que j'ai traduit, rien ne va contre la chair, ou contre le bien vivre, contre la sexualité, contre l'amour, contre la tendresse. Au contraire, elle est même glorifiée. Parce que la chair en islam, l'amour, la tendresse, la beauté, la chair, la sexualité au sens large, c'est une bénédiction de Dieu. Je veux dire, aimer une femme, c'est presque un acte de prière. Donc attendez, on est loin évidemment entre l'islam des Lumières que je préconise, à travers cette valorisation du bien vivre, et dans le respect évidemment de toutes les entités présentes, et le gouffre abyssal dans lequel veulent nous entraîner les fondamentalistes religieux. Comment réagit le voisin algérien qui a des souvenirs forcément très douloureux de la période du début des années 90? On sait ce qui s'est passé. Ils sont sur l'expectative. Les Algériens sont très scrupuleux sur cette question. Ils ont payé le prix le plus lourd qui soit dans toute la région arabe. Ils ne veulent pas retomber dans la catastrophe qu'ils ont vécue dans leur chair pendant une dizaine d'années. Et donc ils sont très vigilants sur la situation tunisienne, sur la situation égyptienne dans très peu de temps, hein, avec les élections évidemment, la situation malienne et la situation marocaine, si je puis dire. Bon, ils sont encerclés alors. Ils sont plus ou moins encerclés, et surtout qu'eux, ils ont déjà une expérience négative dans ce bras de fer entre la République, entre la démocratie potentielle, virtuelle, à venir, la démocratie de demain, et l'islamisme religieux. Et la population algérienne, on se souvient qu'elle s'était réjouie du printemps arabe et de ce qui arrivait à ses frères tunisiens. Comment elle voit avec le recul maintenant ce qui s'est passé? Avec inquiétude. Je peux vous dire que toute la jeunesse arabe regarde ça avec inquiétude. Il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, il y a deux façons de vivre. On vit dans le respect des règles de l'état de droit, ou alors on vit avec comment dire, un pacte divin que personne n'a décrété. C'est dans la tête des gens, parce qu'il ne faut pas oublier que ces imams, ces théologiens fondamentalistes, se sont autoproclamés. Ils ne sont élus par personne. Tout un chacun peut se prévaloir de sa petite connaissance du Coran pour devenir imam. Donc il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il y a un État démocratique qui est en train de s'installer, et on est tous derrière, toute la population arabe, et puis il y a quelques minorités, des groupuscules islamistes fondamentalistes qui veulent imposer un ordre religieux qui a disparu en Europe depuis déjà 5 siècles. Attendez, ils nous font revenir en arrière. Et la Tunisie est tout à fait spectaculaire de ce point de vue-là, parce que nous avons un État qui était sur le point de réussir sa mutation, sa transformation républicaine, et puis voilà, il est ramené à des âges médiévaux. Il n'a pas encore échoué. J'espère pas, j'espère pas. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion d'écrire, peut-être, plus tard, aussi un dictionnaire amoureux de la Tunisie. Elle le mérite. Oui, elle le mérite. Oui, la Tunisie le mérite. Vous allez vous y mettre? Non, mais il faut que ce soit un Tunisien qui s'y connaît, qui a toute la culture. Mais moi, j'ai déjà... Vous savez, ce livre, je l'ai porté en moi depuis des années et des années. C'est peut-être même une vingtaine d'années. J'ai des documents depuis 20 ans que j'archive des documents pour arriver à ce dictionnaire-là. Il est vraiment, on le conseille aux téléspectateurs à lire avec beaucoup d'évocation d'un Orient parfumé, sensuel, que vous décrivez très bien. Merci beaucoup Malek Chebel pour votre analyse. La suite du 22h, avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. Épuisée par les premiers pas de sa tournée européenne, Aung San Suu Kyi a écourté ce soir sa conférence de presse à Berne. Plutôt, c'est une véritable ovation qu'elle a reçue en pénétrant les bâtiments de l'ONU à Genève, où elle participait à la conférence internationale du travail devant près de 4000 délégués de 185 pays. Elle a plaidé la cause de la Birmanie. What I would like to see for our country
Ce que j'aimerais pour notre pays, c'est une croissance respectueuse de la démocratie. J'aimerais demander de l'aide et des investissements qui renforceront le processus de démocratisation en promouvant le progrès social et économique bénéfique aux réformes politiques. La dame de Rangoon doit se rendre demain à Oslo où elle va recevoir son prix Nobel de la paix décerné en 1991. Elle devrait achever sa tournée par la France fin juin. Affaire Bettencourt suite avec une nouvelle mise en examen hier soir, celle de Pascal Willem pour abus de faiblesse. L'ancien gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt, en garde à vue depuis lundi, a toutefois été libéré. Parmi les faits qui lui sont reprochés, des investissements contestables dans la société de Stéphane Courbit. Depuis 1983, les homosexuels ne peuvent pas donner leur sang, une décision qui avait été prise en raison des risques de contamination au VIH. Mais la situation risque de changer. Interpellée par les associations gays à l'occasion de la journée mondiale du don du sang, Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a annoncé que l'inclinaison sexuelle ne pouvait plus être un critère. François Hollande maîtrise l'art de la pirouette. L'humour deviendrait presque une habitude pour éviter de répondre aux questions embarrassantes, comme ici avec Mario Monti, le chef du gouvernement italien. La première dame a-t-elle le droit de contredire votre position, de contredire la position du Parti socialiste? Je ne pense pas que le président Monti pourra répondre à cette question. Est-ce que je peux écouter? Mais je n'y répondrai pas, moi non plus, ici et sur ce sujet. Le 23 mai dernier déjà, il avait utilisé cette technique lors de sa conférence de presse commune avec le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy. Regardez. On vient d'apprendre qu'Arnaud Montebourg était condamné pour injure à des salariés de Cifrance. Bon, peut-être que vous n'êtes pas au courant, hein, mais voilà, je voulais avoir votre réaction. Vous n'êtes pas obligé de répondre sur M. Montebourg. L'image du jour, un crépage de chignon bien en règle entre Ségolène Royal et Valérie Trierweiler, dans lequel, décidément, François Hollande semble s'être bien embourbé. Et on accueille avec un très grand plaisir notre spécialiste à Public Sénat, des médias, des réseaux sociaux, Caroline Deschamps. Bonsoir. Bonsoir Bienvenue Sonia. à vous. Alors on va parler d'un tweet ce soir. Quel tweet C'est The Tweet avec un grand Z, j'ai envie de dire Sonia. Et The Tweet n'en finit plus de secouer les réseaux sociaux. Sur Twitter, il y a ceux qui s'en amusent et qui le rebaptisent le Tweetveiler ou le premier drame, et ceux qui n'en peuvent plus du buzz médiatique. Toujours est-il que le tweet de soutien de Valérie Trierweiler à Olivier Falorni, candidat dissident face à Ségolène Royal à La Rochelle, continue d'alimenter les conversations dans les bistrots, mais aussi sur les réseaux sociaux. Nouvel épisode hier, un nouveau tweet posté sur le compte de la campagne de François Hollande, un simple lien renvoyant à un article du Monde.fr, un article qui relatait que la première dame aurait exigé le retrait de 2 photos qu'il a montrées assistant aux prises de vue pendant le portrait officiel de François Hollande. Alors Valérie Trierweiler a fait savoir hier, Sonia, que son compte avait été piraté. Et je crois que ce n'est pas tout, Caroline. Non, il y a une autre anecdote qui a été révélée par le site d'Europe 1, le Lab. Le chapitre consacré à la première dame sur le site de l'Élysée, eh bien, n'existe plus. Jusqu'alors, vous aviez une rubrique avec une photo de Valérie Trierweiler avec la légende première dame de France. Eh bien, maintenant, vous cliquez, il y a écrit « Désolé, page non trouvée ». Alors, on peut se demander si c'est une mesure de rétorsion ou une simple coïncidence. Le service de presse de l'Élysée le jure, ça n'a rien à voir avec l'affaire. Bien sûr, mais au-delà du buzz politico-médiatique, qu'est-ce qu'elle révèle cette affaire selon vous? Eh bien, c'est le sacre de Twitter, Sonia. Ça vous fait plaisir, ça? Ah oui, ça me fait très plaisir. Du temps de Cécilia Sarkozy, c'était le SMS. Avec le Trierweiler Gate, difficile d'échapper au gazouillis du petit oiseau bleu. Il est vrai que l'arrestation de DSK il y a un an avait déjà médiatisé le réseau social. On se souvient très bien des correspondants à New York qui tweetaient en direct
les audiences et les chaînes d'infos qui reprenaient ces tweets. Twitter, qui était déjà connu d'un certain nombre de journalistes, devenait avec l'affaire DSK un outil de diffusion de l'information. Alors, journaliste avant d'être première dame, Valérie Trierweiler l'a bien compris en utilisant Twitter pour soutenir Falorni contre Royal. Elle diffuse instantanément son message à sa centaine de milliers de followers, d'abonnés, j'en suis très loin, Sonia, composé de relais d'opinion. Plus rapide, plus percutant qu'un communiqué, c'est un effet garanti. Alors par son tweet et par l'emballement médiatique qui en résulte, la première dame a tout d'un coup fait connaître Twitter aux Français. Alors que dit Jack Dorsey, le patron de Twitter? Sonia? Thank you. Et oui, merci ah oui, Valérie. Exactement. Merci Valérie. Et vous, qu'est-ce que vous avez appris plus personnellement, Caroline? Est-ce que vous tweetez plus prudemment? Est-ce qu'il faut faire attention? J'ai toujours fait attention. C'est vrai. On le sait. Merci beaucoup Caroline Deschamps. On va se quitter, c'est la fin de ce journal, mais on va vous retrouver tout de suite pour votre émission sur les réseaux sociaux. Elle s'intitule La politique c'est net, le sujet de la photo politique en campagne. Voilà, restez avec nous, restez avec Caroline Deschamps. C'est tout de suite. Je vous souhaite une belle et douce soirée en notre compagnie. Bonjour à tous, bienvenue à bord de La Politique c'est net, le magazine du web politique. Vous le savez, vous pouvez commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag LPCN. Nous attendons vos commentaires. Tout de suite, le sommaire. Au menu cette semaine, la photo politique sur le web. Retour sur la campagne présidentielle à travers le viseur des photojournalistes. Comment photographie-t-on un candidat en campagne? Quel est l'impact du web et des réseaux sociaux sur la photo politique? Le club des gazouilleurs tire le portrait numérique des politiques. À suivre nettement plus, la chronique numérique d'Aude Baron, rédactrice en chef du site du Nouvel Obs, Le Plus. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale. Le zapping des vidéos et des initiatives citoyennes passées au scanner par Marie Brémond. Cocasse, désuète, coquine ou franchement ridicule, le must des affiches de campagne de ces législatives 2012 repérées sur ce site, LOLgislative. Et ça vaut le détour car il y a un potentiel de LOL dans les affiches près de chez vous. Du candidat FN Van de Pute à l'écolo orphelin, en passant par Didier le chien ou encore Jim Lapin, difficile de ne pas sourire. Mais au-delà des noms, les visuels interpellent, coiffure d'un autre âge, slogan hilarant, physique pour le moins atypique, un bon moyen de découvrir ou redécouvrir les candidats de ces élections législatives. À quelques mois de l'élection présidentielle, l'Obama Team sort l'artillerie lourde sur le web. Dashboard est une plateforme nationale en ligne. Dashboard, un tableau de bord, le cœur de la machine de guerre numérique démocrate, un programme qui permet aux bénévoles d'organiser des événements, de contacter les membres de l'équipe d'Obama et les électeurs. En résumé, c'est une sorte de bureau en ligne à l'échelle nationale, un outil de propagande formidable accessible d'un simple ordinateur ou d'un téléphone portable. À 11h56, Valérie Trierweiler lance sa tweet bombe atomique. La compagne de François Hollande a donc choisi Twitter pour apporter son soutien à Olivier Farloni, le candidat dissident PS aux législatives à La Rochelle, qui affronte Ségolène Royal, elle-même soutenue par le président de la République. Un tweet et toute la communauté de tweetos est en émoi. Un scénario tellement incroyable que Valérie Pécresse se demande si c'est un faux. Mais la première dame confirme à l'AFP son encouragement. En quelques heures, c'est une avalanche de tweets qui s'abat sur la toile. À l'UMP, on jubile. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, parle de vaudeville à l'Élysée. Pour Yves Gégaud, c'est Dallas au PS. Quant à Marine Le Pen, le commentaire est assassin, juste pitoyable. Buzz d'une rapidité instantanée, 2 heures après le tweet initial, un conte parodique de Valérie Trierweiler voit le jour. En un gazouillis,
c'est la présidence normale qui est ébranlée. Nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Sébastien Calvet, bienvenue. Vous êtes photographe à Libération et vous tenez un blog passionnant intitulé Développement dans lequel vous racontez vos photos. Philippe Moreau-Chevrolet, bonjour. Vous êtes communicant à l'agence CARE et vous tenez avec David Medioni le blog Yes They Can consacré à la communication politique. Vous êtes aussi un habitué de la politique CNET et je ne révélerai pas un grand secret en disant que vous êtes un passionné de photos. C'est bien ça, Philippe, et de politique. Je suis très heureux dans cette émission. Enfin, Joël Ronez, vous êtes, bonjour, vous êtes directeur des nouveaux médias Radio France. Vous avez initié un beau projet, le site Cliché de campagne, dont nous parlerons tout à l'heure. Et puis précédemment, vous étiez chez Arte. Vous avez fait aussi des beaux web documentaires. Je pense à Prison Valley. Une réaction à cette revue du web. Je vous ai vu vous esclaffer pendant le site LOL législative. C'est le potentiel du LOL, du web, et qui s'applique à ces élections législatives. Non, c'est ce qui est fascinant avec le web, hein, c'est que évidemment c'est un vaste terrain de contraste entre des choses très anecdotiques et hilarantes et puis d'autres choses aussi. C'est un formidable potentiel pour la création la plus exigeante, donc moi je trouve ça formidable. Là évidemment l'image que l'on voit ici est typiquement avec Jim Lapin. Voilà, c'est une... Faut pas oublier son suppléant, hein, Michael Blanche-Dent. Là, il y a du potentiel. Pour ruiner une émission par des fous rires aussi. Allez-y, je vous en prie. Philippe Moreau-Chevrolet, vous pouvez réagir aussi au site législatif. La législative, la politique a tellement peu de moyens en fait pour faire les choses bien. C'est souvent assez bricolé sur un ordinateur, c'est fait par des copains le plus souvent, si c'est pas par la famille. Donc c'est sûr qu'au niveau des affiches législatives, on a des contrastes absolument fabuleux entre des très gros candidats et des tout petits candidats. Mais pourquoi c'est toujours ringard finalement quand même les affiches c'est un exercice contraint déjà. La campagne présidentielle ou. En général, on a tendance à vouloir reproduire des modèles qu'on a en tête, sauf qu'on le fait vraiment beaucoup moins bien quand on n'est pas dans une écurie d'un grand parti. Quand on est dans un grand parti, il y a un modèle imposé qui est envoyé à tous les candidats, qui en général est assez suivi et qui est en général ringard invariablement parce que c'est le plus petit dénominateur commun et de la photographie et du slogan politique qui s'applique dans une campagne comme celle-ci. Sébastien Calvet, vous, le photographe. Je crois que les gens dont on se moque allègrement, là, ils n'ont pas beaucoup de conseils en communication, donc ils font ça avec leurs propres moyens. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, techniquement, les moyens, ils sont infinis. C'est-à-dire qu'on a à disposition des logiciels de maquette, n'importe qui peut faire une photo de bonne qualité, en tout cas techniquement. Donc voilà, tout le monde peut s'improviser maquettiste. Après, est-ce qu'on a l'œil, le regard, voilà, c'est autre chose. J'en viens à un autre sujet. Est-ce que Twitter est un média efficace en termes de communication? Je fais référence au tweet atomique de Valérie Trierweiler. C'est sur Twitter maintenant que se passe le buzz politique? Alors, pour Valérie Trierweiler, c'est un risque de communication pour Hollande depuis à peu près le début, parce que c'est une femme brillante, relativement incontrôlable, qui a envie de faire de la politique et de donner son opinion, et qu'en France, où on a un pays relativement archaïque, ça rend pas vraiment populaire, donc il y avait ce risque-là dès le départ, et en plus là, elle se met à mettre les pieds dans le plat, dans le dossier le plus sensible pour le Parti socialiste, entre les deux tours